Salut à tous. Dans ce format, je vais revenir sur une équipe menée par un joueur emblématique de la NBA lors d'une saison en particulier. Par exemple, Stephen Curry et les Warriors lors de la saison 2015-2016. On commence sans plus tarder avec Michael Jordan et les impitoyables Bulls de 1995-1996. D'abord, on remet un petit peu de contexte. Les Chicago Bulls sont devenus la place forte de la NBA au début des années 90, grâce notamment à Michael Jordan, bien secondé par Scottie Pippen et Horace Grant, ainsi que leur coach Phil Jackson. Cependant, en octobre 1993, un séisme vient frapper le microcosme NBA. 4 mois après avoir mené les Bulls à leur 3e titre d'affilée, Michael Jordan annonce qu'il prend sa retraite. Il ne supporte plus la pression médiatique et l'assassinat de son père cet été-là l'a beaucoup affecté. Scottie Pippen, un ailier puissant doté d'un jeu complet, en plus d'être l'un des défenseurs les plus solides de l'histoire, prend donc les rênes de l'équipe la saison suivante et de quelle façon. Il termine 3e du vote pour le MVP et permet aux Bulls de décrocher le 2e meilleur bilan de la conférence Est. Il faut dire aussi que Chicago vient de récupérer l'un des tout meilleurs joueurs européens, Tony Kukoc, élu 3 fois MVP du Final Four de l'Euroleague, très bon shooter et passeur malgré ses 2m11, ainsi que Steve Kerr, en passe de devenir la gâchette la plus efficace de NBA et qui ne réchigne pas non plus à la tâche. Les Bulls sont sortis par les Knicks au terme du Game 7 de la demi-finale de conférence, mais peuvent aborder la saison suivante avec confiance. L'été 1994 marque cependant le départ de Horace Grant, l'un des meilleurs ailiers forts de la NBA, solide rebondeur et leader du secteur intérieur des Bulls lors de leur premier triplé. L'arrivée de Ron Harper pour faire le sale boulot malgré ses 19 points de moyenne depuis son arrivée dans la Grande Ligue compense un peu, mais pas trop. Chicago va donc régresser de 10 victoires cette saison-là, mais l'important est ailleurs. Le 19 mars 1995, Michael Jordan annonce son retour sur les parquets. Le fracas que cette annonce provoque est encore plus violent que celui déclenché par son départ, mais ne suffit pas à offrir le titre à Chicago. Les Bulls sont un peu courts et se font à nouveau éliminer en demi-finale de conférence par le Magic cette fois. Réintégrer Michael Jordan à l'effectif ne se fait pas en un claquement de doigts, et ce dernier manque de rythme après avoir passé 1 an et demi loin des terrains. Par contre, on a hâte de voir ce que cette équipe va donner avec un camp d'entraînement complet dans les pattes, d'autant plus que les Bulls vont ajouter Dennis Rodman à leur roster, limité offensivement mais dont la hargne a peu d'égal dans toute l'histoire de la Grande Ligue. Il est également le meilleur rebondeur de la NBA à cette époque, et de loin. La saison démarre et cet effectif permet à Phil Jackson d'appliquer les principes de jeu qu'il préconise. Une défense solide, un ballon qui bouge beaucoup et un leadership partagé par tous. La fameuse attaque en triangle, le système de jeu qu'il a rendu célèbre, fonctionne à plein régime et les Bulls traversent la saison régulière comme un raz-de-marée. La tête du serpent est évidemment matérialisée par Michael Jordan, qui a perdu un peu de qualité athlétique mais a renforcé sa palette technique, notamment à mi-distance, et maîtrise encore mieux le jeu. À l'image d'un Stephen Curry actuellement, la gravité qu'il provoque sur un terrain est démente et il attire régulièrement les prises à 2, voire à 3. Il n'a plus aucun mal à faire confiance à ses coéquipiers, et s'il semble un peu moins létal avec le ballon qu'il ne l'était avant, il est encore meilleur sans. Cela lui permet en plus de gérer la fatigue sur la longueur d'une rencontre, et de défendre encore plus fort et d'être encore plus performant lors des instants décisifs. Avec Scottie Pippen et Tony Kukoc en principaux lieutenants, la vie sur un terrain de basket est aussi plus facile. En plus, Dennis Rodman, Ron Harper et Steve Kerr ne sont pas les derniers à se jeter au sol pour récupérer un ballon perdu, ou convertir les tirs à 3 points ouverts. Vous ajoutez à cela la confiance que les Zen-Masters insufflent dans des role-players tels que Luke Longley ou Jett Buechler, et on se demande si ces Bulls-là ne possèdent ne serait-ce qu'une faille exploitable. Dans les chiffres, ça donne 3 défaites après 26 matchs de saison régulière, et la 4e au bout de 44 rencontres, pour terminer avec un bilan monumental de 72 victoires pour 10 défaites. C'est le meilleur de l'histoire à l'époque, et surtout, ils sont la première équipe à passer la barre mythique des 70 victoires. La défaite contre le Magic l'an dernier a marqué les esprits, et cette équipe possède une fin de victoire insatiable qui pousse chaque joueur à donner le meilleur. Rarement une équipe n'a autant dominé la ligue, et ils font une razzia sur les trophées de fin de saison, avec le MVP pour Michael Jordan, le trophée de 6e homme pour Tony Kukoc, et le trophée de coach de l'année pour Phil Jackson. Même le trophée de meilleur défenseur de l'année a failli tomber entre les mains de Scottie Pippen. Ce dernier accompagne Jordan dans la All-NBA First Team, et les deux compères sont rejoints par Dennis Rodman dans la première équipe défensive de la saison. 3 joueurs d'une même équipe dans la All-NBA Defensive First Team, ça n'a jamais été fait avant et ça ne sera pas refait de sitôt. Tout cela permet aux Bulls d'aborder les playoffs plein de confiance où aucun observateur n'oserait prédire un échec de leur part. Leurs 2 premiers tours, face aux Heat balayés et aux Knicks qui ne parviennent qu'à prendre une seule rencontre, sont des formalités, et une finale de conférence dantesque se profile face au Magic de Penny Hardaway et Shaquille O'Neal, qui les avaient éliminés l'année dernière et ont terminé cette saison avec un joli bilan de 60 victoires pour 22 défaites. Mais il ne fallait pas énerver la bête, et les Bulls vont évacuer toute leur frustration dans la première manche, qui vont le dominer outrageusement au rebond, 62 prises à 28, pour un score final de 121 à 83. MJ n'a eu qu'à inscrire 21 points, alors qu'en plus de se faire écraser, le Magic a perdu Horace Grant, leur 3e meilleur joueur.
Orlando réagit bien dans le Game 2, mais Chicago l'emporte quand même avant de leur remettre un uppercut chez eux dans le Game 3, un match où chaque consort n'inscrivent que 67 points. Il ne reste donc qu'un match à gagner aux Bulls pour rallier les finales et accomplir leur terrible vengeance en balayant le Magic. Mais le dernier match d'une série est toujours le plus dur et ça, Jordan l'a bien compris. Il va donc maintenir les Bulls à flot en première mi-temps avant de répliquer dans la seconde à coups de fadeaway insolent et termine la rencontre avec 45 points inscrits à 16 sur 23 au tir et 3 sur 4 à 3 points. Les champions de la conférence Est en titre et vainqueurs de 60 matchs de saison régulière viennent de se faire sweeper. Un sweep au cours duquel ils ont parfois fait bonne figure, mais un sweep quand même. Michael Jordan n'est revenu aux affaires que depuis 1 an et demi et les Chicago Bulls ont déjà l'opportunité d'accrocher une 4e bannière à leur plafond. La finale se jouera face à de solides Seattle Supersonics menés par Sean Kemp et Gary Payton, le meilleur défenseur de l'année, et ils auront à cœur de prouver qu'ils ne seront pas là pour servir de souffre-douleur aux Bulls, qui ont eux une opportunité en or de conclure de la meilleure des manières une saison titanesque. L'enjeu est colossal, mais Chicago l'a bien compris. Seattle fait bonne figure dans le Game 1, notamment grâce aux 32 points de Sean Kemp, mais se font laminer de 15 points dans le dernier quart-temps. Dans la deuxième manche, les Bulls contrôlent, mais manquent de s'écrouler sur la fin. Jordan a raté pas mal de tirs, mais a aussi bien fait tourner la balle, ce qui permet à Chicago de mener 2-0 avant de se rendre à Seattle, où les Supersonics vont pouvoir profiter de leur public pour capitaliser sur la fin de leur Game 2. Il n'en sera rien. Les taureaux atomisent leurs adversaires en première mi-temps, plus 24, et Jordan achève sa meilleure rencontre des finales avec 36 points. Dans l'histoire, jamais une équipe n'a remonté un déficit de 3-0, et les Supersonics viennent de prendre un énorme coup sur la tête à domicile. Mais ces derniers n'abdiquent pas, et ils vont pas mal perturber MJ et ses Bulls en lui collant Gary Payton dans les basques. Ce qui va leur permettre de remporter le Game 4 et même le Game 5, afin de recoller à 3-2 en faveur de Chicago avant de retourner à l'est des États-Unis. Dans le format des finales de l'époque, l'équipe avec le meilleur bilan joue 2 matchs à domicile, puis 3 matchs à l'extérieur, et à nouveau 2 matchs à domicile. Les deux équipes reviennent donc à Chicago pour les 2 dernières rencontres, tant mieux pour les Bulls, mais le momentum est clairement du côté des Sonics, et une défaite dans le Game 6 les mènerait à un Game 7 où tout est possible. La rencontre est âpre et tendue, et dans ces cas-là, c'est souvent l'équipe qui fait l'effort supplémentaire qui l'emporte. Chicago a de la chance, il possède le trublion ultime en la présence de Dennis Rodman. Il ne marque que 9 points, mais prend 19 rebonds dont 11 offensifs, distribue 5 passes décisives et intercepte 3 ballons. Surtout, il est le principal instigateur du run qui va permettre aux Bulls de faire la différence dans le 3e quart-temps. MJ termine avec un vilain 5 sur 19 au tir, mais peut exulter. Il vient de remporter un nouveau titre NBA un peu plus d'1 an après l'annonce de son retour, le jour de la fête des pères. Un symbole particulier pour lui qui a pris sa retraite en partie à cause du décès de son père, qui était très présent dans sa vie. Une image mythique d'un Michael Jordan en larmes écroulé dans les vestiaires est immortalisée ce jour-là. Pour l'ensemble de l'équipe, c'est historique. Les Chicago Bulls viennent de se faire une place de choix dans le classement subjectif, mais pas trop, des meilleures équipes de tous les temps. Elle gardera à jamais une place toute particulière dans la légende du basketball, et notamment outre-Atlantique. Michael Jordan était déjà un mythe, mais sa capacité à repousser les limites du possible lui ont permis à l'issue de cette saison de devenir encore plus que ça. Merci beaucoup pour votre attention, si vous avez aimé le contenu, n'hésitez pas à me le dire et à vous abonner, et à la prochaine.